Nous allons donc commencer cette question vive autour de la métropole, la construction métropolitaine et de la conférence climat. La conférence climat 2015 et le Grand Paris feront-ils bon ménage? C'est non seulement la première de nos questions vives, autrement dit de nos débats publics autour des travaux de l'AIGP, mais c'est aussi le sens de l'ensemble du programme de travail de l'atelier international pour cette année. Nous inaugurons donc ces modes un peu nouveaux pour l'atelier qui consistent à la fois à réunir dans des séminaires semi-ouverts où vous avez la possibilité de vous inscrire toutes les équipes du conseil scientifique pour travailler autour des questions lourdes qui vont structurer cette émergence métropolitaine, mais aussi donc des débats publics qui se tiendront dans des lieux divers autour des mêmes questions, mais avec la possibilité d'en débattre de manière très contradictoire, très ouverte, et nous l'espérons avec un public le plus nombreux possible. Pierre Mansat, donc président de l'atelier international, vous dira tout à l'heure dans quelle grande perspective nous nous situons par rapport à la construction métropolitaine. Ce sera lors de notre cérémonie des vœux qui suivra cette mise un peu en appétit autour d'un débat sur la question climatique et sur la manière dont elle va forcément imprégner l'émergence métropolitaine. Les équipes le savent très bien du conseil scientifique puisque dans la première période, ce qui avait été la consultation internationale pour le Grand Paris post-Kyoto, cette question de se situer dans un univers marqué par la transition énergétique, marqué par la nécessité de s'acheminer vers des modes décarbonés, ou en tout cas plus respectueux de l'environnement, était déjà présente. Nous renouons donc avec quelque chose qui est plus qu'une tradition, qui est aussi une nécessité, et nous essayons de le faire de la manière la plus ouverte et la plus large possible. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans un débat monothématique et encore moins technique autour de ce que serait l'énergie, la consommation, les gaz à effet de serre, etc. Chose essentielle par ailleurs, mais qui n'épuise pas le fait que confronté au dérèglement climatique, le monde va devoir modifier ses modes d'approvisionnement en matières premières, qu'il est confronté à des événements de nature géopolitique liés non seulement aux transitions de l'environnement, mais aussi à la tension sur les ressources, puisque fait tout à fait improbable, la question des émissions de gaz à effet de serre se conjugue avec la raréfaction des ressources. Les deux problèmes n'ont rien à voir. Il n'était pas écrit, et il était même quasiment impossible d'imaginer que c'est juste au moment où nous commencerions à avoir cette tension sur l'énergie, les hydrocarbures et même sur la plupart des matières, les métaux par exemple, non renouvelables, que c'est au moment même où nous vivrions cette crise sur les questions d'approvisionnement que se déclencheraient vraiment ces questions de dérèglement climatique. Finalement, on ne peut qu'espérer que la tension sur les ressources nous permette d'imaginer des modes plus sobres. Parce que si nous devions nous acheminer vers des façons de mettre encore plus à mal notre environnement naturel pour faire face à nos besoins en énergie et en ressources, là nous serions vraiment lancés dans un cercle infernal. Pour imaginer une alternative et pour imaginer surtout des alternatives, puisqu'il ne peut pas y avoir une réponse unique, nous avons donc construit ce programme qui va de qu'est-ce que la mondialisation aujourd'hui? On dit souvent qu'une métropole, c'est une grande urbanisation connectée au reste du monde, certes. Mais cette connexion, ce qu'on appelle la mondialisation aujourd'hui, elle se représente comment dans nos territoires? Quels sont les processus ou les formes physiques? Et puis elle s'équilibre de quelle manière? La question des migrations qui nous traversent, que ce soit des migrations internes ou que ce soit des migrations internationales, comment la gérer et spatialement, quel sens lui donner? Toutes ces questions-là sont celles du programme que vous avez la possibilité de consulter sur notre site. Il n'empêche que ce soir, nous commençons vraiment par poser la question de la conférence autour du climat. Elle se tiendra à Paris à la fin de l'année. Cela nous a permis dans un séminaire d'approfondir
quelques angles. D'abord, le dérèglement climatique, précisément, c'est quoi? Mais aussi, la négociation internationale, elle se déroule de quelle manière? Et c'est pour ça que ce soir, nous vous permettons d'entendre une des personnes qui, au sein du groupement interministériel, est chargée de participer au bon déroulement de cette négociation. Donc Véronique Massenet pourra nous dire quel est l'état aujourd'hui des négociations, quelle est la position tout à fait singulière de la France dans ce débat, puisque c'est le pays d'accueil, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et puis, il nous a semblé intéressant aussi de demander à un sociologue, donc Bruno Maresca, de nous dire, puisque nous entrons dans un processus de mutation, mais donc aussi de transition, qu'est-ce que signifie, de manière sociale et de façon politique, un processus de transition? Comment est-ce que ça se traduit dans une politique publique? Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer au clair autour de ce mot de transition. Et notre dernier intervenant, qui arrive donc de la conférence qui avait lieu aujourd'hui à Bordeaux autour de l'énergie, Ronan Dantec, est sénateur, mais il est surtout porte-parole mondial de ce qu'on appelle CGLU, les collectivités et gouvernements locaux unis, qui participent depuis toujours, enfin depuis 92 en tout cas, aux conférences internationales sur le sujet, et qui nous dira quelle est la situation vue des collectivités locales. Si par hasard les États n'arrivaient pas à s'entendre, eh bien, quelles ressources aurions-nous de nous organiser sur les territoires pour faire face à ce défi? Pour animer ce débat, eh bien, nous avons demandé, non seulement à un membre de notre conseil d'administration, en tout cas qui en fit partie, mais surtout à celui qui était encore récemment président de Paris Métropole et qui va désormais prendre la tête d'un groupe de réflexion sur ces questions au sein de Paris Métropole. Donc Daniel Guiraud nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et je vais peut-être le laisser présenter ce qu'est au sein de Paris Métropole la manière d'aborder cette question. C'est lui ensuite qui aura la charge d'animer le débat ce soir et nous l'en remercions vraiment vivement. Merci Daniel. Merci Madame la directrice générale, chère Mireille Ferry, Monsieur le Président, cher Pierre Mansart, Mesdames, Messieurs. L'intitulé de la controverse, la question vive d'aujourd'hui, c'est la conférence climat 2015 et le Grand Paris feront-ils bon ménage? Donc par définition, ça ne s'est pas encore produit, on n'en sait rien, on espère que oui. Disons qu'il y a d'ores et déjà la certitude d'une relative unité de temps, puisque la conférence COP21 Paris Climat 2015 tiendra du 30 novembre au 11 décembre de cette année. Et on sait que la métropole du Grand Paris va naître exactement 3 semaines à l'issue de la COP21, en l'occurrence au 1er janvier 2016. Il y a à l'évidence également une unité de lieu, puisque cette grande conférence mondiale se tient en territoire métropolitain. Alors vous savez que le périmètre qui a été retenu pour la future métropole du Grand Paris, c'est les 4 départements de première couronne, puis quelques rares communes alentours, mais pour l'essentiel Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Et donc la conférence COP21 va se tenir à Paris et en Seine-Saint-Denis, puisque le site du Bourget sera le lieu d'accueil de tous ces milliers de personnes qui vont venir de partout dans le monde pour assurer cette conférence internationale. L'AIGP et Paris Métropole, donc Mireille Ferry rappelait que je fus président jusqu'à il y a peu. Alors, nous avons à Paris Métropole choisi le principe d'une présidence annuelle alternée. Un coup un président de gauche, un coup un président de droite. L'actuel président depuis le 1er janvier n'est pas un président de gauche. Ça fonctionne comme ça depuis le début et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Il y a un mode de gouvernance qui est un peu dégagé des enjeux de pouvoir dans le cas de syndicats mixtes qui regroupent, d'ailleurs au-delà du périmètre de la MGP, puisque une caractéristique de Paris Métropole, c'est d'avoir des membres pratiquement sur toute l'assiette de l'Île-de-France, en tout cas jusqu'aux confins de l'unité urbaine de l'INSEE, c'est-à-dire partout où il y a du bâti à peu près continu. Donc la relation entre Paris Métropole et l'AIGP s'est traduite il y a peu, au mois de décembre dernier, sous forme d'une convention qui nous lie et qui va permettre à Paris Métropole et à l'AIGP de s'alimenter l'un l'autre de leurs compétences respectives.
Comme l'a dit Mireille Ferry, Paris Métropole va installer, pas plus tard que lundi prochain, un groupe de travail sur la transition énergétique. Donc j'ai proposé cette installation en fin de mandat. Mais on ne part pas de rien, parce que Paris Métropole a un comité des partenaires qui, il y a 1 an et demi, a travaillé sur le sujet. Il a produit un certain nombre d'éléments. C'est notamment un travail qui était piloté par Veolia Environnement et d'autres entreprises partenaires de Paris Métropole. D'ailleurs, j'ai amené un document du comité des partenaires de Paris Métropole, tout simplement parce qu'il produit quelques chiffres qui me paraissent des chiffres intéressants pour planter un peu le décor. Le plus grand défi territorial de la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris peut se mesurer en termes quantitatifs. 13% de la consommation d'énergie nationale dans la métropole du Grand Paris pour presque 20% de la population et quasiment un tiers du produit intérieur brut. 60% des consommations en énergie qui sont liées au secteur du bâtiment, notamment les bureaux et l'habitation, hors transport aérien. 2,1 millions de logements, soit 45% des logements, qui sont en classe de consommation les plus énergétivores, ce qu'on appelle les classes E, F et G. Et ça représente presque 1 million de logements collectifs privés pour 35% de la consommation des logements énergétivores, 750 000 maisons individuelles pour 50% de la consommation des logements énergétivores et 360 000 logements sociaux pour 15% des logements énergétivores. 10% de l'énergie consommée en Île-de-France est produite localement, l'électricité et chaleur, et la moitié de cette production est apportée par les énergies renouvelables ou de la récupération. Alors, bien évidemment, nous savons toutes et tous qu'en matière de transition énergétique et de questions environnementales, tout le monde en parle. Je suis maire d'une commune de première couronne, les Lilas, je suis vice-président d'un conseil général. On a tous une tendance naturelle à en parler, puis ensuite à oublier un peu la chanson de Jacques Dutronc, là, et moi, et moi, et moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est souvent ça. Et, sauf que la problématique, elle est là, froide. La problématique, c'est qu'est-ce qui se passe-t-il si on ne change rien, si on continue en scénario fil de l'eau avec nos habitudes actuelles, si on ne modifie pas les paradigmes. Alors ce qui se passe, c'est que les émissions de gaz à effet de serre sont multipliées par 2 d'ici 2050. Donc c'est après-demain. Selon le GIEC, il faut à l'inverse réduire de son 10% pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Voilà, en gros, c'est l'équation qui est posée. Ce qui veut dire, pour quiconque dans le cadre des collectivités locales ou de responsabilité publique, ça veut dire très concrètement et très clairement que c'est un terrible effort à consentir en termes de plan d'adaptation pour arriver à ce résultat. Et la question qui se pose, c'est ce terrible effort, sommes-nous prêts dès aujourd'hui à en acquitter le prix? Voilà la question que je voudrais poser, parce que je pense que c'est ça. On peut prendre la question par bien des aspects. On n'achète pas toujours sur cette question-là. Est-ce qu'on est prêt à acquitter le prix de cet effort dont nous sont les générations après nous qui vont en récolter les fruits ou pas? Donc voilà, je crois que ça, c'est absolument fondamental. Je pense que l'échelon local a son rôle à jouer. La conférence mondiale, il y aura aussi beaucoup d'acteurs locaux qui vont s'exprimer, qui vont venir, et je crois que l'échelon territorial est concerné à travers toute une gamme d'actions possibles. Récemment, nous avions une réunion à l'Hôtel de Ville de Paris avec Anne Hidalgo qui évoquait la question de l'économie circulaire. Je crois effectivement que c'est un problème absolument majeur. La question des énergies renouvelables, la question des transports. La question des transports n'est pas dans le cadre des compétences de la métropole du Grand Paris, c'est la région qui conserve la main sur les transports. En revanche, le logement, la métropole du Grand Paris est supposée intervenir à toutes les étapes du logement, de la conception à la livraison, avec un rôle majeur. Donc je crois que la future métropole du Grand Paris, dont on ne connaît pas aujourd'hui très précisément encore les contours, puisque ça fait l'objet d'un débat parlementaire qui a commencé il y a une semaine au Sénat, qui va se poursuivre à l'Assemblée nationale, avec 2 lectures, donc la loi NOTRe avec l'aspect métropole du Grand Paris, ce qu'on appelle l'article 12 de la loi, sera
validé, promulgué d'ici le mois de mai prochain. D'ores et déjà, on peut avoir une idée de ce que seront les compétences à Métropole du Grand Paris, et on verra si ça fait bon ménage avec la transition énergétique. Très clairement, les compétences à Métropole du Grand Paris sont les suivantes. En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de la politique du cadre de vie, la lutte contre la pollution de l'air, la lutte contre les nuisances sonores, le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, l'élaboration et l'adoption du plan climat-énergie territorial en application du Code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable, enfin la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, etc. Et également, dans le corps de la loi NOTRe, en termes de programme d'action pollution de l'air et transition énergétique, la métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air, de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et suite d'action publique pour la mobilité durable. Voilà donc les compétences qui sont celles de la métropole du Grand Paris et qui devraient, en toute logique, voir le jour au 1er janvier 2016, après un débat parlementaire qui va se clore dans quelques semaines. Voilà. Donc je veux dire, en termes d'introduction, après les propos introductifs de Mireille Ferry, donc nous avons 3 intervenants qui ont été sollicités par l'Atelier international du Grand Paris. Madame Véronique Massenet, qui est sous-directrice du changement climatique et développement durable, la direction des affaires européennes internationales du ministère de l'écologie, et qui participe à la task force qui a été montée pour la préparation de la COP 21. Monsieur Bruno Maresca, qui est sociologue, directeur du CREDOC, directeur du département évaluation et politique publique au CREDOC, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et enfin, nous avons Ronan Dantec, qui est sénateur Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique, mais qui arrivera plus tard. Je crois qu'il va arriver sur Paris vers... Il ne devrait pas tarder à être parmi nous, et pour l'instant, il n'est pas encore là. Donc voilà, je propose à Madame Massenet de bien vouloir nous rejoindre et de nous faire un exposé de la problématique vue du côté du MEDE. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette enceinte. Je suis ravie de venir ici parce que je sais à quel point elle réunit des praticiens, à la fois évidemment des élus et donc ceux qui dessinent ces politiques et les rendent possibles et un projet collectif, mais aussi une immense expertise dont je sais que votre association est porteuse. Et je crois que c'est bien ce dont on doit parler aujourd'hui. Parce que j'allais dire, quand vous mettez votre titre, la conférence climat et le Grand Paris feront-ils bon ménage? J'allais tenter de dire oui, parce que ça va être le lieu où les choses vont se passer. Oui, parce que je crois que Paris bénéficie, et je dirais la métropole, Paris Métropole bénéficie de cette dimension internationale qui est celle de la Convention. Et puis oui, et je crois que c'est là-dessus surtout que je vais insister, c'est que je crois qu'il y a tout un enjeu de la mise en œuvre, un enjeu d'ambition. Et finalement, dans tout ce qu'on doit apporter à Paris, trouver les voies pour une certaine communalité des défis. Et je crois que dans le champ en particulier de la problématique des collectivités territoriales, c'est très clair qu'il y a des thèmes qui reviennent ou qu'on se situe dans le monde, aussi bien dans les solutions à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les problématiques de mobilité, les problématiques d'efficacité se trouvent partout. Et ailleurs, elles trouvent leur place par la planification. Enfin, il y a des défis immenses, évidemment, dans les villes en développement sur les problématiques de développement. Et puis aussi, bien sûr, ce que les maires de par le monde et les régions de par le monde ne cessent de répéter, le défi de la résilience et de l'adaptation, qui est évidemment l'un de leurs problèmes au premier chef. Cette introduction, elle n'est pas totalement anodine, parce qu'effectivement, ce qu'on doit essayer de faire à Paris, je vais revenir un petit peu dans le défi, si j'arrive à manipuler, je vais voir si... Oui, juste... J'espère qu'on va être plus efficace à négocier que moi à manipuler la clé. Voilà. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait, c'est effectivement, on le sait tous,
une convention qui est importante. Et puis, c'est peut-être une convention qui, se situant dans la logique de quelques précédentes, a vocation à affirmer une nouvelle approche du sujet climat. Et effectivement, on va revenir sur les enjeux de la négociation climat, mais notre gouvernement présente cette convention vraiment au titre de 4 piliers qui semblent tout à fait importants. Il y a le pilier sur lequel vous m'attendez sans doute, qui est celui de la négociation. On y reviendra. C'est évidemment trouver un accord et donc définir la nature juridique de cet accord, organiser et orchestrer les cycles de contribution des États dans le temps, puisqu'on sait bien qu'il en faudra plus qu'une contribution à court terme pour atteindre le défi et la trajectoire des 2 degrés. Et c'est tout un tas d'autres aspects qui sont dans l'accord, comme l'adaptation, les finances, d'autres sujets de ce type. C'est aussi les engagements, enfin ce qu'on appelle dans notre jargon les contributions des États. Elles seront dessinées au cours du premier trimestre et du premier semestre. On va y revenir plus dans le détail, mais c'est ce que les États se proposent de mettre sur la table en termes de réduction d'émissions. Et d'ailleurs, est ouverte la possibilité aussi qu'ils incluent le thème de l'adaptation dans leur contribution. J'inverserai peut-être dans l'ordre, le thème de la finance, qui est un sujet très important dans les discussions. Parce que, évidemment, pour accomplir cette transition, est mise sur la table la question des finances, à la fois demande forte des pays du Sud, d'avoir un appui et un accompagnement des pays du Nord, mais plus globalement aussi l'agenda plus structurant de la transition des finances et de la façon dont les finances au sens large accompagnent et la transformation des économies. Et enfin, ce qu'on appelle l'agenda des solutions. L'agenda des solutions, c'est tout ce qui relève des grandes initiatives partenariales internationales pour promouvoir une accélération, thème par thème, domaine par domaine, aussi bien dans le champ de la réduction des émissions de gaz à effet de serre que dans le champ du renforcement de la résilience. Donc c'est un peu tous ces thèmes que nous allons devoir aborder et effectivement, au-delà de la négociation, prendre la mesure que le résultat de Paris doit nécessairement incorporer ces 4 piliers qui sont indispensables pour se mettre dans la trajectoire des 2 degrés. Alors, peut-être pour continuer, je vais peut-être moins revenir aux questions d'équation que de vous décrire un petit peu comment sont formulés. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un accord, en très très bref? Voilà, ça c'est ce que je viens d'exprimer. Peut-être passer à la suivante. L'accord de Paris, effectivement, doit faire à la fois beaucoup, mais encore une fois, n'est pas le seul instrument de ce que doit être le résultat de Paris. Donc l'objectif, c'est évidemment d'appuyer la transition mondiale vers des sociétés bas carbone et résilientes aux impacts du changement climatique. Cet accord a vocation à envoyer un signal de long terme qui bien sûr reste à définir, dont on connaît les rapports du GIEC et on connaît leurs recommandations sur l'atteinte de la trajectoire des 2 degrés. Le but de cet accord, c'est aussi, comme je le disais, d'organiser dans la durée les soumissions des États. Ils vont s'engager, ils vont déposer des contributions. Ces contributions portent sur l'horizon 2025, 2030. Mais bien sûr, pour atteindre la logique de la trajectoire des 2 degrés, ça ne suffira pas. Il va y falloir progressivement renforcer l'ambition de ces contributions, à la fois pour couvrir les périodes qui suivront, mais aussi pour être en mode de rehaussement continu de l'ambition dès que les pays s'en sentent la capacité. Et puis, c'est bien sûr, il y a tout un autre pan de la négociation qui porte sur les moyens de mise en œuvre, de la mise en œuvre des engagements, tout ce qui va relever au soutien de la connaissance, au transfert de technologies, à la problématique de l'adaptation, aux questions financières qui relèvent aussi de grands cadres d'engagement dans la négociation.
Un des points sensibles, c'est aussi quelle va être la portée juridique de cet accord, juridiquement contraignant ou non, protocole ou non. C'est évidemment des points qui sont délicats et sensibles, certains étant pour diverses raisons d'ailleurs, peu favorables à aller trop loin dans la valeur juridiquement contraignante de cet accord, pas toujours de mauvais gré, mais plus contraints par je pense par exemple aux États-Unis pour lesquels la dimension d'un protocole peut être problématique parce que ça suppose une ratification. Donc il y a des positions diverses qui s'expriment sur la valeur juridique que doit avoir cet accord. Ça, c'est effectivement le premier pilier, la négociation elle-même. Mais la négociation ne dit pas tout. La deuxième, qui pourra ou non être adossée à l'accord, c'est encore un point en discussion, c'est ce qu'on appelle les contributions nationales. Les contributions nationales, c'est attendu pour le premier trimestre 2015. En réalité, on s'attend bien sûr à ce qu'il y ait quelques délais parce que déjà, les grandes informations sur ce que devaient contenir ces contributions sont intervenues très tard, puisqu'elles sont intervenues dans l'accord de Lima. Et deuxièmement, qu'effectivement, on sait qu'il y aura une latence dans la capacité des différents États à déposer leurs contributions. Cet accord a vocation à être universel, ce qui veut dire que tous les pays... on s'attend à ce que tous les pays déposent une contribution et une proposition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cela étant, et c'est bien un point auquel on peut naturellement être sensible, historiquement dans l'accord, il y a la notion de responsabilité commune mais différenciée. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas au même degré d'ambition et d'engagement selon qu'on est pays développé ou pays en développement, et parmi les pays en développement, évidemment, pays moins avancés ou autres. Ce n'est pas formulé exactement aussi précisément que ça dans l'accord. Cela étant, il y a la possibilité d'avoir plusieurs approches de ces contributions. L'important étant, je pense, que chacun contribue. On peut imaginer, par exemple, que des pays moins avancés prennent plutôt des engagements sectoriels, là où on s'attend à l'inverse, très clairement, à ce que les pays avancés, typiquement européens, s'engagent fermement sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre en absolu. Donc on a déjà eu des premières esquisses de ces contributions, mais l'essentiel reste à venir et fixera d'une certaine façon l'ambition de l'accord tel qu'il pourra se dessiner, je dirais, à court terme, et tel qu'il devra être rehaussé dans les cycles de contributions futures. Donc, dans ces indices, on a effectivement déjà l'Union européenne, dont on connaît son cadre d'engagement depuis l'automne. On a des indices aussi de l'accord qui nous viennent de l'accord États-Unis-Chine, mais dont il reste beaucoup à préciser, puisqu'ils fixent quelques-uns des ingrédients de l'ambition de leurs engagements en termes de réduction d'émissions. Mais il nous manque plusieurs points dans la courbe pour savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire en termes de réduction des émissions. Ce n'est pas le tout d'avoir un pic d'émissions, ça dépend, la trajectoire est évidemment très importante. Et typiquement, la Chine n'a pas encore totalement précisé et de façon définitive quel était son pic. Elle s'est juste engagée à ce que ce soit au plus tard à 2030, etc. etc. Donc ces contributions-là, c'est important, et je pense que pour la France, c'est important que ce soit vraiment très participatif. C'est pour ça qu'il y aura un effort particulier aussi de la France et de la communauté internationale pour appuyer les pays de moindre capacité. Parce que je crois qu'il y a un souhait, une volonté, y compris exprimée par ces pays, de pouvoir faire partie du résultat de Paris, même si, bien entendu, on n'attend pas d'eux qui s'engagent avec les mêmes... il est bien entendu que les pays les moins avancés doivent croître, doivent apporter des ressources à l'or. Il y a une question qu'on a envie de vous poser, Madame la Directrice, tout en sachant que vous êtes fonctionnaire d'État, donc vous êtes certainement celle ici qui a la parole la moins libre par rapport à nous tous. J'ai connu ça aussi dans une vie antérieure. Mais la France elle-même a une position particulière qui est induite par la présidence de la COP 21. Est-ce que malgré tout, on est en mesure aujourd'hui de dire quel sera le message fort qui va être apporté par la France à la COP 21
entre le 30 novembre et le 11 décembre? Est-ce qu'il y a un message fort qui soit à la fois fort et réalisable? Alors je comprendrais que vous preniez quelques précautions de langage dans la réponse, mais on aimerait savoir. Je pense que le message que doit porter la France, c'est évidemment un message d'ambition. En fait, je prendrais effectivement un petit temps d'avance avant de parler de quel doit être ce message. Je pense qu'il y a quel doit être le positionnement de la France jusqu'à la COP. Parce que je crois qu'effectivement, le message le statut de président, c'est quelque chose de très particulier. Les orientations qu'on reçoit, d'ailleurs exprimées par nos ministres, c'est trois choses, c'est ambition, écoute et sens du compromis. Ce qui veut dire qu'à la fois, on doit exprimer ce sens de l'ambition, le véhiculer dans tous les contacts qu'on doit avoir avec l'ensemble de nos partenaires, bien sûr les pays, mais aussi tous les autres acteurs qui doivent contribuer à ce résultat-là, depuis les banques multilatérales, les collectivités, les acteurs qui peuvent faire partie de la solution, et c'est pour ça que ce quatrième pilier est important. Mais c'est vrai qu'il est tout à fait essentiel qu'on consacre beaucoup de temps à comprendre les positions des uns et des autres. Et je crois on s'est vraiment inscrit collectivement dans une vraie stratégie. Pardon, j'avais un anglicisme qui me venait à l'esprit, vraiment de prendre la mesure, prendre les contacts tous les contacts qui s'imposent, en utilisant évidemment le réseau diplomatique, en mobilisant chacun des différents types d'acteurs d'ailleurs qui peuvent contribuer donc écoute, ça va être pour nous extrêmement important. Et je pense qu'un deuxième grand message, c'est de donner le sens à tous les pays qui participeront à la Convention, qu'ils ont été écoutés, compris, et que bien sûr, et c'est le troisième pilier, donner le sens qu'il va falloir quand même aboutir à un compromis. Et donc je crois que ça, c'est un rôle qui est traditionnellement très délicat dans une présidence, parce que peut arriver un temps où effectivement, tout en laissant dans toute la durée et l'écoulement de l'année, parce qu'il ne faut pas oublier que, encore une fois, c'est un processus qui est largement organisé. Ce n'est pas nous qui mettons les papiers sur la table, ce n'est pas la France. Il y a des coprésidents qui mettent les documents sur la table et qui sont négociés par l'ensemble des partenaires. Dans tout ce processus, on doit écouter, mais pas prendre des positions qui iraient dans un sens ou dans l'autre, au risque justement de nuire à notre neutralité. En revanche, il se peut qu'à Paris, effectivement, c'est ce qui est arrivé à la présidence péruvienne avant nous à Lima, il y ait un moment où il faut accélérer les discussions pour aboutir à ce compromis. Et je pense que c'est là le temps où, si on a bâti la confiance avant et en amont, alors on peut avoir et bénéficier de l'autorité pour dire maintenant c'est le temps du compromis. Et maintenant c'est le temps de l'ambition et du compromis. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais je crois qu'avoir, nous, un message particulier et en propre, ce serait un petit peu délicat. Cela étant, je crois qu'on a, juste pour prendre un tout petit temps en plus, je crois qu'on a déjà fait un certain nombre de choix, qui ne sont d'ailleurs pas que les nôtres. Ça s'inscrit dans la durée, déjà dans un cap qui avait été pris par la Pologne, qui a été confirmé par le sommet de New York, qui a été repris par la présidence du Pérou, de dire que le résultat de Paris, ce n'est pas que l'accord, c'est aussi la dynamique qu'on doit créer autour de la mobilisation des acteurs, en soutien à l'ambition des États, mais aussi parce qu'ils doivent être des accélérateurs des solutions. Donc je pense que d'ores et déjà, il y a, je dirais, dans une séquence qui n'est pas juste celle de la France, qui s'inscrit dans la continuité, mais un certain nombre de partis pris qui ont été orchestrés. Nombre d'observateurs évoquent la grande conférence mondiale, la dernière chance, parce que le temps de la diplomatie internationale est du temps long, et pendant ce temps, la banquise fond. Donc il y a beaucoup d'éléments qui inclinent au pessimisme. Qu'est-ce qui peut nous rendre optimistes actuellement ? Il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés déjà. Ça, c'est très manifeste. Enfin, je crois que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'acteurs très différents qui s'impliquent. Il y a des acteurs internationaux, il y a des acteurs des collectivités, des entreprises, des organisations internationales. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Je crois qu'il y a un deuxième facteur, je dirais que c'est vrai que
par rapport même encore à il y a quelques années, il y a un certain nombre de grands partenaires qui se sont vraiment inscrits dans la transition. Est-ce que c'est à l'échelle? Ça, c'est ce dont la communauté internationale devra prendre la mesure dans l'année qui vient. Néanmoins, je crois que le sujet du climat n'est plus aussi tabou qu'avant dans un certain nombre de grandes économies ou chez de grands partenaires du monde, notamment en développement, qui étaient assez hostiles. Évidemment, il y a la transition qui est quand même très manifeste en Chine. Encore une fois, peut se poser la question de l'échelle, jusqu'à où on ira, et on a besoin évidemment d'un engagement fort de la Chine. Mais il est qu'à voir les mesures vraiment très, très emblématiques qui ont été prises dans le champ de l'efficacité énergétique. Il y a quand même eu une transition dans les mesures prises pour accélérer l'efficacité énergétique. Évidemment, il y a leur positionnement sur des sujets comme les renouvelables, qui est aussi très manifeste, qui témoigne bien. Et maintenant, finalement, un portage de cet agenda environnemental au plus haut niveau en Chine. Donc je crois qu'il y a des partenaires comme ça qui changent. Il y en a d'autres auxquels on s'attendait peut-être moins. Je pense par exemple à des pays comme l'Arabie Saoudite, évidemment, qui peuvent continuer dans la négociation à tenir des positions traditionnelles, mais qui néanmoins sur le terrain se posent aussi des très grandes questions. Ils ont quand même des défis énergétiques très forts devant eux. Ils ont quand même une ressource pétrolière qui n'est pas illimitée, des besoins énergétiques croissants, y compris pour assurer leurs besoins élémentaires comme l'eau, et ils se rendent bien compte qu'une transition énergétique est indispensable pour eux. Et ils s'envisagent demain comme aussi des partenaires, des positionnés. On pourrait multiplier les exemples, mais je crois que par rapport à quelques années, on voit les mentalités évoluer. Jusqu'où ira-t-on? Parce que dans tout le spectre, il y en a aussi qu'il faut continuer de convaincre. Mais c'est vrai que ce sont des signaux plus positifs qu'il y a quelques années. Écoutez, merci beaucoup, Madame la Directrice. L'occasion, si on aura un débat ensuite avec la salle, de pouvoir échanger à nouveau. En tout cas, merci pour cette contribution. Et puis, bonne chance dans le montage de cette task force communautaire. Alors, je vais appeler Monsieur Bruno Maresca, dont j'ai expliqué il y a quelques instants qu'il était directeur du département évaluation des politiques publiques au CREDOC. Alors, monsieur Maresca, vous êtes sociologue et vous êtes attaché aux questions de consommation culturelle, par exemple? Oui, enfin, pas simplement culturelle. Bon. Culturelle, oui, mais beaucoup environnemental également. Donc, bon, tout ça se relie au fait que le CREDOC est un organisme qui a une longue vie, qui existe depuis les années 50, dont il faut se souvenir d'ailleurs qu'il a été créé dans le moment de la reconstruction. C'est même un enfant direct du plan Marshall, puisque les Américains avaient souhaité assortir les moyens qu'ils donnaient à la France d'outils de réflexion sur la transformation de la société française pour accompagner un nouveau développement. Et donc, ça fait partie des missions premières, voire même de l'ADN, si on veut, du CREDOC, que de suivre les évolutions de la société française, et en particulier de cette dimension qu'on appelle les conditions de vie des Français. Et sur le domaine environnemental, on se rend compte qu'on a accompagné, depuis la création du ministère de l'Environnement au départ, de l'écologie aujourd'hui, tout un processus d'intériorisation de la question environnementale dans la société française. On voit à travers toute la production d'études et de réflexions que dans les années 70-80, on se préoccupait énormément de la question des représentations, c'est-à-dire comment les Français intériorisaient la question environnementale. Quelle résonance ça avait pour eux, comment ils s'imprégnaient de cet enjeu de protéger à la fois l'environnement et la nature. Et puis dans une seconde période, dans les années 90 notamment, on s'est beaucoup intéressé à la question des aspirations et des pratiques. C'est-à-dire qu'est-ce que
les Français attendent, souhaitent, et qu'est-ce qu'ils font effectivement. Et par exemple, ils souhaitaient dans ces années-là trier leurs déchets, mais ils ne le faisaient pas vraiment, parce que le système était encore dans sa phase de démarrage, de croissance. Les Français aussi souhaitaient beaucoup se passer de la voiture individuelle et ils ne le faisaient pas vraiment. Donc il y a eu toute une époque où on a mesuré à quel point, dans le champ qui est extrêmement consensuel en termes d'intention sociale de l'environnement, les intentions structurent mentalement la manière de voir et de donner de l'importance au sujet, mais ne vont pas nécessairement jusqu'aux pratiques effectives, ou n'y vont que partiellement. Donc cette problématique de l'écart entre les pratiques et les intentions a été un point très très important de la réflexion sur les sujets qui nous intéressent là ce soir. Et on arrive aujourd'hui, et c'est un peu l'un des sujets privilégiés de travail de cet organisme, le CREDOC, on arrive à la notion du mode de vie, qui n'est pas une notion bien révolutionnaire en elle-même, mais on arrive à poser une question assez forte, qui est-ce que la transition dont on parle, alors est-ce qu'elle est écologique, est-ce qu'elle est énergétique, de quelle transition on pense, est-elle possible sans changement de mode de vie? Voilà. Alors, ce débat, il est quand même extrêmement intéressant, extrêmement crucial. On peut même penser qu'il correspond à un moment historique d'interrogation très puissant. L'idée même de transition, alors moi je constate à la fois auprès de tous les partenaires qui s'impliquent sur ces questions, à la fois à travers de tous les débats qu'il y a sur ces sujets, que ce qui a beaucoup pris, c'est la notion de transition énergétique. Finalement, la notion de transition énergétique, elle est beaucoup plus stimulante apparemment que la notion de transition écologique, qui reste d'une certaine manière plus floue, dont on ne sait pas forcément vers quoi elle va précisément. Tandis que la transition énergétique, elle mobilise, et elle a mobilisé à travers une notion qui a émergé et qui a pris une force très grande, qui est l'idée de sobriété. Alors en fait, l'importance de ce concept de transition énergétique, c'est qu'il associe une dimension très technologique, c'est-à-dire décarboner les énergies, passer à des énergies renouvelables, et il lui associe quelque chose qui n'a rien à voir, qui est l'idée de sobriété, c'est-à-dire d'autorégulation, d'autoréduction, d'autolimitation de la consommation d'énergie. Bon. Alors, en fait, quand on creuse un peu la question, on se rend compte que cette dimension de la sobriété énergétique, c'est ce que nous, on aime appeler dans les politiques publiques une illusion motrice. C'est-à-dire que c'est un mot d'ordre extrêmement puissant, qui est consensuel, et qui pour autant, si on ne va pas plus loin que de parler de sobriété énergétique, risque d'être une simple illusion. Alors, pour donner des exemples, à l'heure actuelle, on travaille beaucoup sur justement la dimension des consommations énergétiques. Et on constate, par exemple, qu'en France, on a une injonction très précise qui consiste à dire, et c'est l'ADEME qui le dit, c'est même inscrit dans la loi, un logement doit être chauffé à 19 degrés. C'est la norme, et c'est comme ça que sont bâties les réglementations thermiques. Eh bien, quand on fait les enquêtes auprès des Français, qu'on s'intéresse à comment ils chauffent et à quel degré ils chauffent leur logement, on se rend compte que ce 19 degrés, il n'est pas au rendez-vous. Ce qui est au rendez-vous, c'est entre 20 et 21 degrés. C'est 20 en moyenne sur l'ensemble des Français, un 20,5 par là. Mais plus loin que ça encore, on se rend compte très précisément que quand on suit les niveaux de température que les Français finalement adoptent dans leur mode de vie quotidien,
Eh bien, si on prend les habitations selon leur âge de construction, on se rend compte que dans l'habitat le plus récent, la température de chauffe se situe entre 21 et 22 degrés, et alors que dans l'habitat le plus ancien va se situer entre 19 et 20. Et là, on a quelque chose qui est un processus structurel qui est lié à la fois aux caractéristiques du bâti, au système de chauffage, mais aussi, et c'est le point finalement le plus essentiel, à la dynamique du confort. Et la dynamique du confort, c'est une des dimensions les plus structurantes de notre mode de vie. C'est-à-dire notre mode de vie, celui qui a émergé en France dans les années 60, c'est un mode de vie complètement structuré autour de l'idée de confort. Donc tout accroissement de confort va être assez déterminant dans à la fois les comportements, mais pas simplement les comportements, les équipements, la manière d'organiser l'habitat, les déplacements, etc. Bon. Et donc, au lieu de... C'est pour ça que je dis que la sobriété énergétique, si on en reste à la notion, est une illusion motrice, parce que, certes, elle est désirable, on a envie d'être sobre, mais la réalité très concrète, c'est qu'on ne l'est pas du tout, et que même structurellement, pour le moment, on va plutôt vers un accroissement des niveaux de température de chauffe, par exemple, plutôt que vers une baisse. Donc on n'est pas engagé en termes de mode de vie dans un processus de sobriété. Excusez-moi, mais dans la température de chauffe, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est la chaleur ambiante qui est peut-être supérieure dans des logements neufs par moindre déperdition énergétique par rapport à des logements anciens qui n'ont pas été conçus pour conserver la chaleur dans l'enveloppe du logement, par exemple? C'est exactement ça qui se produit. Ça, c'est tout à fait réel. C'est-à-dire que se chauffer à 22 degrés plutôt qu'à 18 ne veut pas dire avoir augmenté sa facture et sa consommation d'énergie dans la même proportion. En règle générale, ça veut dire deux choses complémentaires, c'est-à-dire que dans l'habitat ancien, on se restreint, parce qu'on sait que chauffer une habitation mal isolée, ça coûte trop cher, ou ça coûte cher. Et dans l'habitat récent, très efficace sur le plan thermique, eh bien, on laisse aller le confort et on fait quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans le débat public, qui est, on fabrique de l'effet rebond. C'est-à-dire qu'au lieu de se chauffer à 19 et de faire là des super économies en termes de sobriété énergétique, voire même d'être dans des habitations à énergie positive, c'est-à-dire qu'on ne dépense plus d'énergie, on va continuer à augmenter son degré de confort, parce que le confort thermique est une des dimensions les plus importantes aujourd'hui du confort en général dans le quotidien. Voilà. Donc, il faut bien donc prendre la mesure de cette dimension, c'est-à-dire ne pas simplement penser qu'il suffit finalement d'avoir une injonction comportementale. Chauffez-vous à 19 degrés, c'est la norme retenue. Alors, par parenthèse, aussi, la France est un pays des fois un peu bizarre. Elle a adopté une norme à 19 degrés. Personne ne sait, s'il y a dans la salle quelqu'un qui le sait, j'achète tout de suite. Personne ne sait pourquoi on a inventé 19 degrés. Sachant que l'OMS est à 21 degrés et qu'aux États-Unis, on considère que la température normale, c'est 22 degrés. Bon, donc, vous voyez déjà, à l'échelle internationale, là, on a parlé des enjeux internationaux, vous voyez que cette simple question tout à fait anodine de la température de chauffe dans une habitation peut varier dans des proportions considérables. Alors, au-delà des injonctions, pour réduire l'écart entre les intentions et les pratiques, quelle politique publique pourrait être appliquée efficacement en vertu d'observations que vous faites des conditions de vie des habitants? Alors, on a deux leviers principaux et un troisième qui, à mon avis, émerge et devrait être important dans les années qui viennent.
Bon, le premier levier, c'est le levier réglementaire. Et ce levier réglementaire, par exemple sur les questions énergétiques, pour rester sur l'exemple que j'ai pris, ce sont les réglementations thermiques. Bon, les réglementations thermiques, la première date des années qui ont suivi le choc pétrolier, et on ne cesse de les enchaîner. Donc, ces réglementations thermiques, elles ont pour vertu d'améliorer l'efficacité thermique des bâtiments. Il y a juste un problème qui est non négligeable pour un pays comme la France, c'est qu'un pays comme la France a un parc d'habitat ancien très conséquent, et ce parc d'habitat ancien, il ne se détruit pas tous les ans, il perdure. Et là, on n'a pas encore la réponse à l'échelle du phénomène que représente le poids de cet habitat ancien à faible efficacité énergétique. Si on compare par rapport à l'Allemagne, qui sont deux pays assez comparables sur le plan du poids de la population, mais aussi des structures d'habitat, l'Allemagne est un pays qui a beaucoup plus fortement rénové son habitat ancien, qui a une efficacité énergétique nettement supérieure, globalement. Donc ça, c'est la dimension structurelle. Et la dimension structurelle, elle doit toujours continuer à avancer. À l'heure actuelle, il y a des programmes de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat sur la rénovation du bâti ancien. Bon, on sait que c'est la bonne direction, sauf qu'on n'est pas, en termes de volume financier de programme, au niveau de ce qu'il faudrait pour résorber la situation. La deuxième dimension des outils de l'action publique, c'est l'incitation. Et là, on arrive à une question qui est devenue une vraie question, c'est-à-dire, est-ce que l'incitation auprès des ménages, par exemple via les instruments financiers, les prêts à taux zéro, les crédits d'énergie, ou les incitations en termes d'éducation à l'environnement, etc., est-ce qu'ils sont suffisants ? Je pense qu'on est arrivé un peu à ce sont des outils qui sont utiles pour donner les schémas, enfin donner les orientations, donner les signaux à travers les prix, à travers la dimension financière de la direction dans laquelle on voudrait aller. Par exemple, acheter plus d'appareils de classe A++, ou avoir effectivement des travaux de rénovation thermique dans les habitats couverts par le prêt à taux zéro. Bon, tout ça, c'est sur le papier efficace. En termes de transformation du mode de vie des Français, c'est probablement très insuffisant. Très insuffisant, et je pense qu'on le mesure beaucoup plus aujourd'hui que dans les années antérieures. Alors il reste un troisième volet qui est probablement assez important pour l'avenir, ce sont les mobilisations collectives. Et là, je voudrais dire que par rapport à une vision très internationale de la question, il faut marier ces échelles de très haut niveau des négociations internationales à des échelles de mobilisation des territoires qui aujourd'hui sont le fer de lance de cette transformation et de ce travail autour de la transition énergétique. J'étais encore ce matin à Rennes au Conseil économique et social de Bretagne. Ils sont engagés dans un travail de prospective de la transition énergétique et c'est très impressionnant de voir l'ensemble des initiatives qui se passent dans une région donnée sur les questions d'énergie renouvelable, sur les questions d'habitat de type écoquartier, éco-village. Et on voit bien que c'est cette mobilisation autour de la société civile et autour de la société de politique locale qui peut apporter des réponses en termes de mode de vie, c'est-à-dire des réponses qui ne sont pas simplement le choix d'un individu d'être vertueux. En fait, la grande question aujourd'hui, c'est de sortir de la seule injonction « soyez vertueux, chacun individuellement ». Aujourd'hui, la grande question, c'est soyons collectivement ambitieux sur la sobriété énergétique. Voilà un peu le... Oui, exactement.
Voilà les perspectives de travail. Et pour finir sur l'idée de transition, c'est une idée extrêmement forte. Il y a un peu deux visions de la notion de transition. Transition, c'est, d'un point de vue conceptuel de base, logique, c'est passer d'un état à un autre. Alors, il y a une transition qui fait absolument toujours référence, c'est la transition démographique. Mais il y en a d'autres aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a la transition alimentaire, le fait de passer d'une alimentation de subsistance à une alimentation de type occidental, très industrialisée. Ça, c'est une transition. Il y a la transition sanitaire qui va de pair, où on passe d'une situation où les populations ont surtout une mortalité par maladie infectieuse à une population où la mortalité est de maladies chroniques. C'est des transitions qu'on maîtrise très bien parce qu'on sait où est l'avant et on sait où est l'après. Dans la transition énergétique, on est sur un processus de mutation historique. Comme en histoire, quand tout le monde a entendu parler de transition historique. Voilà. On passe d'une époque à une autre époque et il y a tout un temps où ça se cherche et est en tâtonnement. Parce qu'on ne sait pas quelle est l'époque suivante. Et c'est ça la question importante sur la transition énergétique, c'est qu'on a bien des objectifs, mais le processus de transformation, et nous, du point de vue sociologique, l'idée que tout ça nécessite de faire advenir un nouveau mode de vie, un mode de vie différent de celui d'aujourd'hui, eh ben, on ne sait pas exactement le définir. On a des idées, on sait ce que c'est que les pratiques émergentes, on cherche à les conforter. Mais voilà, c'est un processus de transition historique. C'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup pour cette contribution. Peut-être un mot de conclusion. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur le fait qu'on est capable collectivement d'entraîner les uns et les autres à sacrifier une part de confort pour l'objectif d'éco-responsabilité parce qu'il y a un enjeu majeur? La question est bien posée comme ça. C'est-à-dire que il n'est pas du tout évident qu'on sache comment faire réduire notre aspiration au confort pour assurer finalement une moindre consommation énergétique et aller vers les objectifs qui peuvent préserver le climat. OK. Mais par contre, la dimension positive, c'est qu'il y a une énorme mobilisation des consciences, mais aussi de la société civile dans ces espaces de vie. Et c'est ça, finalement, la force qui est la plus importante, la plus impressionnante, parce qu'en plus, on en a difficilement une vision à l'échelle mondiale, mais elle est engagée à l'échelle mondiale, dans la plupart des pays du monde, quoi. Voilà, donc on peut être raisonnablement optimiste. Merci Bruno Maresca. Ronan Dantec, qui nous a rejoint, sénateur de Loire-Atlantique, militant écologiste de longue date. Je comprends, ça fait au moins 3 décennies que vous êtes... Hein? Alors, de but en blanc. De but en blanc. Donc vous avez déjà un suivi précis des dernières étapes des conférences internationales, et vous avez aussi une connaissance des acteurs en présence. Vous avez entendu ce qu'ont dit les intervenants précédents, notamment la nécessité de l'investissement de la société civile. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc j'ai eu le temps d'entendre ce qui a été dit. Alors, je suis toujours très embêté parce que j'ai toujours envie de provoquer la salle. Du coup, une partie de la salle qui ne me connaît pas ne comprend rien. Je passe après les vœux à essayer d'expliquer que je n'ai pas dit tout à fait ça. Et malgré tout, c'est la fin d'après-midi. J'étais en plus à Bordeaux ce matin, donc avec Alain Juppé et Anne Hidalgo pour présenter un nouvel appel des collectivités territoriales qu'on a donné à Ségolène Royal. Donc on parle de climat depuis ce matin. Et donc je ne sais plus, j'avais préparé quand même un peu quelque chose, mais je crois que je vais abandonner tout à fait ce que j'avais préparé. Donc ça va être un peu décousu, mais ça devrait provoquer un petit peu de débat.
Bon, alors j'ai raté quand même le début de Véronique. Est-ce qu'on vous a prévenu que cette affaire était extrêmement grave? Est-ce qu'on vous l'a dit? Est-ce qu'on vous l'a redit? Parce que c'est quand même l'élément clé de cette affaire. C'est-à-dire l'élément clé de cette affaire, parce que ça devient presque un tabou, parce qu'on se dit, oh là là, il ne faut pas faire peur aux gens, on est dans des sociétés suffisamment anxiogènes comme ça, donc on va essayer de raconter une belle histoire, on va parler de transition, de mode de vie, et puis on va peut-être un peu occulter l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand même, ce que nous dit le GIEC dans son dernier rapport, mais enfin c'était dans les rapports précédents, c'est que si on ne trouve pas de solution à Paris en décembre, et puis après dans les conférences qui vont suivre, parce que Paris est une étape, ce n'est pas la fin de l'histoire, on va extrêmement souffrir tout au long du XXIe siècle. Et très probablement, de manière assez rationnelle, on peut considérer que nos sociétés ne survivront pas à une augmentation de température qui va être supérieure à ce qu'on a connu entre la dernière glaciation et puis l'époque actuelle. Et qu'on se dit très rapidement l'effondrement de la productivité alimentaire mondiale, l'empilement des catastrophes climatiques, l'émigration climatique. Normalement, nos sociétés n'y survivent pas, ou alors peut-être des îlots surarmés qui auront des capacités à s'imposer aux autres. C'est ça l'histoire du XXIe siècle si on n'agit pas. C'est important de le redire, parce que si on ne se dit pas ça, on se dit, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'occuper de cette affaire? Parce que c'est loin, c'est pas très concret. Or c'est ça la question. C'est-à-dire la responsabilité qui est de la nôtre, c'est de se dire si on n'agit pas à la hauteur des enjeux, et je pense qu'il y a quand même un grand consensus scientifique sur la hauteur de l'effort à faire, eh ben, on prépare, et même pas pour la vieillesse de nos petits-enfants naissant aujourd'hui, pour, disons, dans 20 ans à peu près. Pour l'instant, on a quelques catastrophes ici et là, mais le gros du problème, c'est à peu près à échéance de 20 ans. Et puis ça va se dégrader tout au long du XXIe siècle, et ça continue après. Hein. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il y a des urbanistes dans la salle, des gens qui imaginent construire des bâtiments. Ségolène Royal, oui, je pense qu'il y en a quelques-uns. Ségolène Royal, ce matin, elle disait, donc elle est allée loin, elle dit... Voilà, et en fait, elle disait, et c'est effectivement, c'est la vision des scientifiques, et ils sont restés à l'Arctique. Ils n'ont pas attaqué l'Antarctique encore, plus 6 mètres de montée des eaux. Donc plus 6 mètres, Michel qui a travaillé à Nantes, je suis sûr que tu as travaillé dans des endroits où s'il y a plus 6 mètres d'eau, ton œuvre va être un petit peu... Zut, voilà, c'est pour ça que quand je fais des trucs comme ça, non préparés, ça donne toujours ça. Mais enfin bon, vous voyez à peu près l'idée, et pour le centre de Bordeaux, ça va donner aussi un résultat assez problématique. Donc il faut vraiment agir, Et effectivement, alors, je vais revenir sur ce qui a été dit juste avant par Bruno Maresca. Le problème qu'on a, c'est que on a beaucoup de solutions. Mais elles sont tellement fragmentées sur finalement des milliards d'individus, des centaines de milliers d'acteurs, des acteurs économiques, des acteurs étatiques, des élus locaux, des citoyens, des associations, que finalement tout le monde surveille un peu tout le monde regarde comment l'autre agit. C'est un peu pareil dans la négociation internationale, et on ne met pas en place les cadres. Dans le fait qu'on ne mette pas en place les cadres, il y a aussi un point, et ça il faut le redire, qui est que nous avons certainement, nous, dans nos sociétés, la puissance économique pour engager les réponses, globalement on les a, tout le monde ne les a pas. On ne peut pas demander aux Chinois de passer tout de suite au stade crise sociale grave uniquement parce qu'il faut qu'ils rentrent dans les clous du scénario 2 degrés. Ils vont nous dire votre affaire ne tient pas. On ne peut pas dire à un certain nombre de pays qui rêvent quand même de notre confort, que finalement notre confort est tout à fait un mirage, que nous on s'est trompé, que d'ailleurs on n'y tient pas plus que ça, et que donc s'ils peuvent éviter d'y aller, ça va nous arranger. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette négociation, et Paris sera à mon avis un point important là-dessus, est autant une négociation sur le développement qu'une négociation sur le climat. C'est bien une négociation globale.
Et que, en fait, un des problèmes de la négociation, c'est que, j'en fais partie, nous mettons dans une salle fermée 30 000 personnes qui sont tous des spécialistes d'un truc dans le climat, alors qu'on a plutôt besoin de gens qui ne sont spécialistes de rien, mais qui ont une vision globale du problème. Donc, ils sont à la fois capables de parler culture, économie, environnement, et un peu ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire dans d'autres conférences, un peu une nouvelle génération d'encyclopédistes qui essayent de voir dans ce monde complexe où sont les points d'équilibre et comment on peut raconter une histoire où tout le monde s'y retrouve. On est assez loin quand même de ça aujourd'hui. Donc ça, c'était un peu pour l'introduction. À partir de là, où est-ce qu'on en est? Bon, je crois que Véronique a dit où en sont les États et elle n'a pas donné tout à fait la fin du film. Pourtant, elle la connaît par cœur, tout est écrit, tout le monde est d'accord, mais il faut attendre la fin de la conférence à Paris. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, ce qui s'est passé ces dernières années, et effectivement, moi je représente un réseau mondial de collectivités locales dans le World Climate Circus Tour. Vous auriez pu dire d'ailleurs que dans l'histoire de l'écologie politique, j'ai une des pires empreintes carbone possibles et imaginables. Et que ce n'est pas fini. Mais que donc l'émergence des acteurs non étatiques à côté des États est un élément intéressant de cette négociation. Alors les États n'aiment pas toujours, parce que les diplomates sont quand même habitués à travailler entre eux et à trouver les équilibres mondiaux entre eux. Donc l'émergence de tous ces gens qui n'ont pas été formés dans cette affaire les chagrine parfois. On en a eu quelques exemples dans le texte de Lima, dans les phrases qui ont été rajoutées la dernière nuit. Mais fondamentalement, on voit bien un monde qui se rééquilibre entre des États qui sont devenus quand même des syndicats de défense de leurs intérêts nationaux. Ils l'ont toujours un peu été, mais c'est pas nouveau. Mais là, c'est très très net dans la négociation. Et des acteurs non étatiques peut-être moins centrés sur une approche nationale, plus transversaux à l'échelle mondiale. Par exemple, moi, je suis porte-parole d'une organisation mondiale de collectivités. Une partie de mon boulot, c'est de faire en sorte quand même que tous les réseaux de collectivités mondiaux parlent d'une seule voix. C'est-à-dire, il y a bien un niveau politique mondial sur le climat qui est capable de parler d'une seule voix, ce sont les élus locaux et territoriaux. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire quand même qu'on essaye de rapprocher les points de vue. Et que maintenant, en plus, on essaye de le faire avec les autres acteurs non étatiques, des ONG aux entreprises, en passant par les syndicats, les organisations de peuples autochtones, et qu'on a notamment présenté à New York. J'ai coordonné le texte, un texte mondial qui était quand même signé par tous les réseaux mondiaux de collectivités, tous les réseaux mondiaux de syndicats, d'agriculteurs, les grands réseaux d'entreprises et beaucoup d'ONG. Pratiquement le monde entier. Ce qui veut dire d'ailleurs que le monde entier n'est pas obligatoirement contre le fait de trouver un accord. Donc on est dans ce moment de rééquilibrage. Alors après, comment se raconte l'histoire entre les deux? C'est assez compliqué, évidemment. D'abord, ça reste une négociation entre États. Malgré tout, on peut mettre de la pression, faire en sorte que le texte permette l'action aussi derrière, parce que sinon les États nous demanderaient un peu gentiment de finalement nous engager sur un agenda des solutions, mais sans nous associer aux décisions de la COP qui nous permettent d'agir. Donc ça, il faut bien trouver l'équilibre entre tout ça. Mais malgré tout, il y a là un point, donc c'est un peu le complément de ce que je disais sur cette approche encyclopédique, qui est finalement des acteurs non étatiques qui s'organisent pour essayer de réfléchir effectivement à ce point d'équilibre mondiaux, pour se mettre finalement en aide des États. Ça, je crois que c'est un deuxième point important de cette négociation. Et ça va nous permettre d'éclairer ce que je vais dire derrière sur les territoires et les collectivités. Et là, j'ai bien entendu ce qui a été dit sur la transition, le confort. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on se secoue collectivement un moment. Je vais vous prendre l'exemple de Nantes que je connais bien, parce que j'en étais vice-président pour l'environnement et le climat. Ça a été la capitale verte de l'Europe en 2013, on en est quand même assez fiers. Et donc nous allons atteindre notre objectif moins 30% en 2020, et donc on travaille sur un objectif moins 50% en 2030. Ce qui est donc à l'échelle de l'enjeu mondial. C'est globalement parce que le GIEC demande au territoire, et finalement les émissions mondiales de CO2, c'est jamais que l'addition des émissions de l'ensemble des territoires. Et je me disais, mais finalement, vous connaissez Nantes, ville austère,
où les gens sont prêts à énormément de sacrifices sur leur confort individuel. D'ailleurs, on attire peu, puisque c'est une ville, évidemment, vu les efforts qu'on fait sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même une vie dure. Évidemment, il faut faire de l'effort, une transition vers l'effort. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La vie, elle n'est pas plus compliquée dans une ville qui a divisé par deux ses émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, dans l'histoire telle qu'on la raconte, surtout, on ne fait pas peur. On ne raconte pas la crise climatique dans sa gravité et dans ses centaines ou millions de morts, parce que c'est quand même ça la crise climatique. Mais alors, pour en faire des tonnes sur la transition, sur l'effort qui va faire un développement, alors là, et puis les écolos sont les leaders là-dedans, là, on en fait des tonnes. Mais vraiment, beaucoup. Or, isoler un logement, ça ne change pas la vie. Simplement, il n'y a pas de pont thermique. Et ça, le rapport confort-pont thermique, il faudra me l'expliquer. Aller en transport en commun sur un certain nombre de voyages pendulaires, quand on démontre que ça va plus vite, c'est plutôt un confort, il n'y a pas énormément d'efforts. Un petit peu quand même, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort du tout, parce que là, c'est mon problème, c'est qu'après je caricature et je pas bien on les veut, disant, c'est exagéré. Mais ce n'est pas un énorme effort. On peut démontrer qu'en termes de qualité de vie, si on va plus vite d'un point à l'autre en transport en commun, plutôt que de rester 2 heures dans sa voiture, ça se défend. Ça se défend en termes de confort. Et en plus, on a quand même le sentiment de participer à un collectif, et ça c'est important aussi. Et que donc, notre histoire aujourd'hui, c'est bien de dire, est-ce que finalement, on reste, parce que c'est beaucoup le discours quand même maintenant, on reste sur un peu cette idée que c'est un effort individuel, finalement généralisé et volontaire, qui permet de s'en sortir, ou est-ce qu'on passe un truc un peu plus brutal et plus simple, et assez français, qui est qu'au nom du principe de l'égalité, on passe par la loi, tout simplement. Alors il se trouve que donc je suis... tout ça est nécessaire, mais pas forcément suffisant. Je faisais référence à une réunion qu'on a eue récemment avec Anne Hidalgo sur l'économie circulaire. Bon. Moi je suis persuadé que les chefs d'entreprise, qui ne sont pas forcément des philanthropes, ne pourront modifier la composition de leurs produits que s'il y a une incitation par les consommateurs, par une opinion exigeante, sinon ça ne change rien. Et ce que je crains, c'est que vous parlez, vous évoquez les solutions, mais j'entends rarement décliner les solutions. Or, on est toujours dans l'entre-deux, zone grise entre soit le discours, la belle histoire, ça n'est pas très grave, ou bien le discours catastrophique, et qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si, dans les têtes, il y a l'idée que c'est déjà trop tard, ben, ça n'incite absolument pas à faire des efforts. Quand c'est trop tard, ben, on s'accommode du fait qu'on se dit avec un peu de chance, les petits-enfants ne le verront pas eux-mêmes, et puis continuons. En revanche, si on met en perspective des solutions, là, on crée les conditions pour qu'il y ait des mouvements d'opinion, et là, on règle, de ce point de vue, à la fois la question individuelle, la question collective, la question du secteur public, la question du secteur privé, etc. Mais je n'entends pas beaucoup parler de solutions. Quand je regarde la télévision, je vois des tas d'émissions sur la banquise et le fond, mais je vois rarement des émissions, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle arrête de fond, quoi, concrètement. J'étais à ce stade de l'histoire. Et il ne m'a pas semblé que... D'abord, je n'ai jamais dit que c'était trop tard. J'ai dit c'est extrêmement grave, et j'ai dit il faut agir. C'est vrai. D'accord. Les solutions. Je vais reprendre le fait que le Grand Paris va devenir une métropole. Comme j'ai suivi la loi NOTRe au Sénat en tant que chef de file, et dans la loi précédente, dans MAPTAM, puis ça va revenir dans la loi sur la transition énergétique, tout interco, et là c'est bien une interco, et c'est en plus écrit noir sur blanc sur la loi, va devoir faire un plan climat, air, énergie, territorial. Et ce qu'il faut, c'est que ce plan climat, air, énergie, territorial que la loi impose à tout interco, qu'elle fasse 6 millions d'habitants ou 15 000, soit adossé au schéma régional
climat, air, énergie, et que donc tout interco se dise comment je réduis de moins 30%, de moins 40%, de moins 50% les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça la question. Et derrière, il y a des solutions qui passent aussi par la loi, le droit national, la loi européenne. La question de la taxation du carbone est centrale. Vous me le dites, c'est une idée qui si vous mettez 40 à 50 euros la tonne CO2, vous changez les comportements. Vous changez les comportements. Non seulement vous changez les comportements, mais vous créez des flux financiers qui permettent, par exemple, le fonds chaleur. Ça, c'est une réponse technique simple. Si l'ordre va tenir au 30%, c'est parce que, dans une échéance assez courte, la moitié des logements sociaux nantais seront sur les réseaux de chaleur, adossés à des renouvelables, et qu'effectivement, on y arrive, parce qu'il y a un modèle économique, que dans ce modèle économique, il y a une aide de l'État qui s'appelle le fonds chaleur, que ce fonds chaleur va falloir trouver à l'alimenter, et que si on a une taxation du carbone à 30-40 euros, on va créer le flux financier qui va créer le fonds chaleur. Et que le discours sur le confort, les modifications de mode de vie, est à mon avis, en termes de tonnes CO2, bien inférieur en impact qu'à la dotation du fonds de chaleur. Et que finalement, parler des modifications de mode de vie fait qu'on ne parle pas du lourd, qui est qu'effectivement, il faut trouver quelques dizaines de milliards par an, qu'il faut les abonder et qu'il faut organiser des choses en rang. Après, malgré tout, sinon après, comme on l'a fait tout à l'heure déjà, il y a quand même un certain nombre de questions, notamment d'urbanisme. Ça, c'est évident, et d'ailleurs, c'est certainement un des points sur lesquels on gagne le plus de tonnes CO2 facilement. Il est évident que si on n'a pas de la planification urbaine cohérente, c'est-à-dire si on a une offre de transport public qui coûte cher et qu'on bâtit ailleurs que l'endroit où on dessert le transport public, tout le monde a bien compris que ça, notre affaire ne va pas marcher. Mais que donc, il faut effectivement aujourd'hui des élus qui aient une vision claire de leur territoire, sur l'ensemble des entrées, qui adossent les politiques publiques qu'ils vont engager à un résultat quantitatif clair, ce qui veut dire aussi qu'ils ont une vision assez claire dans l'émission de gaz à effet de serre, qu'ils ont un diagnostic précis de leur territoire, qui vont jouer derrière sur effectivement les mobilités, qui vont jouer sur leur capacité de flux financier sur la réhabilitation, qui vont jouer sur leur grand choix énergétique, et que donc d'une certaine manière, ils sont aussi un peu des encyclopédistes de leur territoire. Y compris, ils vont jouer aussi quand même sur des questions culturelles, dire comment je crée les dynamiques sur mon territoire. Mais que, moi je le dis assez fortement aujourd'hui, parce que je pense qu'on perd du temps, voilà, assez fort, sur le fait que si on ne se donne pas des cadres collectifs, surtout dans une société égalitaire, comme est la France. C'est-à-dire la France adore la loi. C'est-à-dire la France n'aime pas le volontaire. Le volontaire, c'est pas égal. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est l'autre qui fait, et moi je fais. Et donc je ne commence pas s'il n'a pas commencé. Et la France préfère passer par le cadre de la loi. Mais si on ne met pas effectivement ces cadres, qu'on en reste à un discours sur le confort, le changement de mode de vie, on ne répond pas quantitativement à l'enjeu. Donc voilà ce que je voulais dire. Peut-être pas tout à fait ce que vous voulez entendre en partie, mais ce n'est qu'à ce prix on répondra à ce qui est quand même un des défis principaux du XXIe siècle, avec le débat. Avec le débat. Merci Ronan Dantec. C'est à vous. Mais c'est à vous aussi d'ailleurs. Je pensais Mireille, que tu allais dire un mot d'introduction du débat avec la salle. Non, vous l'avez dit pour laisser la place, mais voilà. Sans tarder, bien écoutez, je propose que la parole soit là. Qui souhaite la prendre? S'il n'y a pas de premier intervenant, passons au second directement. Voilà. Alors, je vous propose, si c'est bien, on va vous donner un micro à la d'heure, que vous annonciez nom, prénom et qualité avant d'intervenir. Ça marche? Oui. Elisabeth Desports-Zampar, urbaniste et sociologue.
Oui, vous évoquez des méthodes, disons, des mesures punitives ou coercitives. Mais est-ce que des mesures incitatives comme des campagnes très, très publiques, très fortes, nous avons des chaînes publiques, par exemple pour la France, et pourquoi ne pas passer, il y a des films formidables de prise de conscience sur la nécessité des changements de mode de vie, des films formidables qui existent, qu'on voit dans des horaires très tardifs sur Arte. Pourquoi ne pas imposer dans les chaînes publiques ces films soient projetés à 20h dans des horaires nobles, 20h30, pour que ça oblige tout le monde à regarder, parce que sur les chaînes publiques, tout le monde regardera. Mais une véritable campagne de prise de conscience pour toucher les personnes dans ce qu'il y a de plus sensible, les faire adhérer plutôt que de penser seulement à des mesures coercitives ou punitives. Merci. On va prendre plusieurs interventions et ensuite, alors c'est pas moi qui vais faire les réponses. Hein, d'ailleurs, on va demander à nos intervenants, Véronique Massenet, Bruno Maresca et Ronan Dantec, de revenir. On va leur trouver Mireille Ferry à l'excellente initiative de trouver des sièges pour qu'ils puissent ensuite répondre aux questions à salle. Qui souhaite intervenir? Alors, monsieur. Oui, Robert Spizzichino, ingénieur urbaniste. Je fais partie d'une des équipes du conseil scientifique. Je voudrais prolonger ce que vient de dire Ronan Dantec sur, à la fin, il vient de se passer un événement assez rare à Davos, qui est que le Global Risk Institute vient de remettre un rapport à propos du développement, mais faisant état du fait que une des causes principales des règlements climatiques venait des grandes métropoles, notamment des grandes métropoles des pays émergents, mais pas seulement, y compris des villes, des grandes villes, et que ceci était dû pour une large part, l'évaluation en a été faite, à des défauts de planification et des défauts sur l'aménagement du territoire, et enfin sur les inégalités sociales et territoriales qui créent une bidonvillisation ou des phénomènes identiques dans des pays développés, c'est-à-dire des zones de difficultés sociales concentrées. Et donc, à Davos, la préconisation sur la réduction des inégalités et sur la planification vient de se faire jour et elle vient d'être relayée il n'y a pas longtemps par l'OCDE. C'est un changement de mentalité qui est considérable et je crois que ça nous donne... oui, je peux te donner... Et ce changement vient... certainement interroge l'AIGP, le Grand Paris, etc., sur des signaux qu'il doit envoyer dans ce domaine et des démonstrations qu'il doit donner dans ce domaine, y compris dans l'invention de la planification territoriale, de nouvelles formes de planification territoriale que nous appelons de nos voeux et sur lesquelles nous avons commencé à travailler. Alors, qui souhaite répondre à ces deux premières interpellations? J'ai cru que... J'avais un peu... voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, bon, sur le deuxième point, c'est typiquement notre boulot. C'est-à-dire que là, on va être totalement d'accord sur le fait que donc nous organisons un grand sommet des acteurs non étatiques à Lyon les 1er et 2 juillet, avec d'ailleurs la Fédération nationale des agences d'urbanisme qui a pris le copilotage d'un atelier, avec effectivement un enjeu clair de ce sommet qui est de passer des messages, des bouts de phrases dans le texte final. Et dans les points qui, moi, me semblent clés, il y a un chapitre qui s'appelle le capacity building dans les grands textes COP, et que là-dedans, il faut écrire que le soutien à la planification urbaine au Sud est absolument essentiel. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on écrit ça, ça veut dire qu'on le finance dans le cadre du fonds vert, des différents fonds climat, mais qu'effectivement, financer la planification urbaine,
mutualiser l'expertise va être un enjeu majeur. Avec peut-être juste un petit point de différence, mais enfin, on est fondamentalement d'accord sur le fait que peut-être que l'enjeu majeur n'est pas les mégalopoles, parce que là, ça va être dur à rattraper. C'est qu'aujourd'hui, prenez l'Afrique par exemple, c'est 1/3 d'habitants dans les mégalopoles, 1/3 d'habitants en milieu rural et 1/3 d'habitants dans des villes moyennes. Et ça, j'avais signé un article avec mon collègue Jean-Pierre Elong-Mbassi il y a quelques années, juste avant Rio +20, et on disait, si on réussit à faire de la planification urbaine et de financer, j'utilise toujours le mot financement parce qu'il est quand même clé dans cette affaire, des modes de production énergétiques corrects et climato-compatibles dans ces villes moyennes, elles sont probablement l'alternative à la concentration sur la mégalopole qui est extrêmement dure à gérer. Donc voilà, ça c'est typiquement dans notre stratégie climat, parce que derrière il faut être concret, un point clé. Alors l'autre question était un peu et répondait à ma part de provocation, normal. Je pourrais répondre par une autre provocation qui est de dire, mais qu'est-ce qu'on appelle une campagne pour changer les modes de vie? Qu'est-ce qu'on veut changer? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que les gens qui habitent à 30 km de Paris prennent un transport en commun qui n'existe pas toujours pour rejoindre le lieu où ils travaillent? Ça, c'est une vraie campagne de mode de vie à condition qu'on ait organisé l'offre de transport public. Est-ce que c'est effectivement de trier leurs déchets, mais ça veut dire qu'on a bien sécurisé la totalité de la filière derrière pour qu'il y ait vraiment un impact CO2 digne de ce nom. En plus, nous à Nantes, on a quand même un taux très bon aujourd'hui en recyclage. Alors, on peut toujours faire mieux, mais globalement, dès qu'il y a une offre correcte sur le recyclage des déchets, de sacs, de poubelles, ça marche. Et là, en termes de campagne de mode de vie, il suffit de faire un petit peu de formation dans les écoles primaires et après le contrôle social des gamins sur les parents est tel que ça marche quasiment tout seul. Mais ça ne dit pas comment mes logements sociaux sont connectés au chauffage urbain, ça ne me dit pas mes choix de production énergétique, et c'est quand même là que ça se joue. Ça ne me dit pas comment la loi, quels sont effectivement les règlements d'urbanisme, ça ne me dit pas le niveau de la RT sur la manière de construire. Tout ça, c'est quand même de la loi. Tout ça, c'est quand même de la loi. Et moi, je voudrais qu'au-delà, c'est pour ça que je provoque, et ça m'intéresse d'avoir évidemment les réactions, au-delà d'un discours général sur la modification des modes de vie, quels sont les 3-4 éléments de mode de vie qu'on considère qu'il faut vraiment changer? Et donc, comment on les change? Est-ce qu'on les change par la loi ou est-ce qu'on les change uniquement par l'incitation? Moi, je redis, je pense que une fois qu'on a démontré qu'il y avait suffisamment de gens qui étaient prêts à le faire, il faut passer au stade de la loi. Et donc, pour beaucoup d'éléments, c'est aujourd'hui suffisant. Mais qu'on vérifie ça et qu'on regarde par contre tout ce qui n'est pas de l'ordre des modes de vie, où là, effectivement, c'est du financement, c'est de la réglementation, et les gens vont suivre. Ils sont demandeurs de ça. Ils sont demandeurs du fait que la puissance publique assume et fournisse les cadres. Moi, j'en suis convaincu. Merci. Alors, même posera pas qu'on nous... Réduire déjà la consommation sur le plan mondial, et en commençant par la France, et une campagne qui pourrait compenser déjà les campagnes publicitaires que nous avons parallèlement pour consommer. Déjà une campagne plus intelligente qui nous montre que peut-être changer d'ordinateur tous les ans, ça va générer des piles et des piles et des piles, qu'on est tous dans l'obsolescence programmée. Donc une campagne qui contre cela. Donc que ce soit pour la réduction de la consommation d'énergie ou par la réduction de la consommation tout court. Donc les deux qui pourront contrer on va éviter sur un problème de fond, quoi. Parce que c'est le problème de fond où nous vivons de la production des déchets. Nous produisons des ordures, et nous consommons des ordures, et nous produisons toujours des ordures, que ce soit par la consommation des produits, de nos téléphones portables, de tout ce que nous
qui vit, qui fait les fondements de l'économie de la société. Oui, mais c'est d'abord un problème de faiblesse des normes. D'abord. Jean-Robert Mazot, je fais également partie du conseil scientifique de l'EGP avec Antoine Grimbach. J'ai rajeuni de 20 ans avec Mme Massonnet, parce que je suis revenu entre Kyoto et Johannesburg, à une époque où la France n'hésitait pas à afficher des ambitions, ce qu'elle a d'ailleurs fait, puisque nous étions champions, nous ne sommes plus d'ailleurs, sur les bilans carbone, sur les méthodes bilan carbone. Nous étions les premiers à mettre ça en place à tous les niveaux. Nous étions champions sur la mise en place des plans climat, y compris pour Paris, mais aussi dans les régions. J'ai moi-même réalisé plusieurs plans climat. Et donc, je trouve que l'ambition est un peu retombée. Et est-ce que c'est parce qu'on n'a pas réussi justement et qu'on s'est aperçu qu'il fallait beaucoup plus de cohésion entre les États? Je ne sais pas, mais c'est une question que je me pose. J'ai rajeuni de 30 ans avec M. Maresca, ce qui me permettra peut-être de lui donner la clé sur la température de consigne à 19 degrés. C'est lié au programme H2E 85 qui avait été initié suite aux deux crises pétrolières pour permettre de payer son chauffage tout simplement. Et donc, il y a eu un travail de modélisation mathématique à partir d'intégrales assez savantes. Et à un moment donné, la seule façon de passer dans l'objectif, c'était de rabattre la température de 1 degré. Mais ceci dit, il ne faudrait pas laisser penser que seul le réchauffement des logements peut avoir une incidence suffisamment importante pour respecter par contre le facteur 4, c'est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050, puisque ce qui nous guette, c'est quand même une climatisation à outrance dans un pays qui n'en a pas besoin. C'est l'incapacité de mutualiser ce qui se passe dans des bureaux avec ce qui se passe dans les logements. Et on s'est aperçu, nous, dans les années 80, quand on a voulu modéliser justement les effets de cet abaissement de température d'1 degré dans les logements, qu'en réalité, c'était le comportement des habitants qui avait une réelle incidence sur le bilan thermique, donc énergétique des logements, que cette incidence n'était pas de 1 degré, mais de 300% entre les plus vertueux et les moins vertueux. Et ceci s'est gommé depuis. Pourquoi ça s'est gommé depuis? Tout simplement parce que, justement, la population n'est pas stupide, n'est pas bête, et elle s'est aperçue qu'effectivement, parce que l'énergie était très chère, qu'elle pouvait faire attention quand elle ouvrait la fenêtre, regarder combien de fois elle ouvrait la porte, avoir une régulation de la température quand elle était absente, etc., etc. Choses qui sont beaucoup plus influentes que le degré de température dont on parle. Et j'ai rajeuni de 35 ans avec M. Dantec, puisque il y a 35 ans, avec Camille Durand, que vous connaissez peut-être, j'ai réalisé les premiers logements climatiques à Saint-Jean-de-Boiseau, dont certains étaient en location. Nous avons fait de la conception en participation avec les futurs locataires. C'est-à-dire que nous sommes allés jusqu'à avoir des séances de travail qui ont duré 2 ans avec les futurs locataires pour regarder comment on pouvait concevoir leur logement, etc. Ce qui est, à mon sens, beaucoup mieux qu'une annonce publicitaire sur un panneau de co ou autre. Et j'ai rajouté 40 ans avec les bureaux, puisque, en tant qu'étudiant, on avait formé un groupe d'étudiants en architecture et on s'était baptisé Climat. Justement parce qu'il y a 40 ans, on savait déjà que c'était un problème, non pas en France, mais que c'était un problème dans les établissements humains, dans les pays moins favorisés. Après tous ces rajeunissements consécutifs, je suis assez content quand même d'être dans le Grand Paris, parce que il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, 35, 40 ans, on n'a rien réussi. On n'a pas réussi à infléchir les choses. Or, le projet du Grand Paris est peut-être une occasion unique. Et donc, je voudrais en revenir à la question de la conférence climat 2015 et Grand Paris feront-ils bon ménage? Il me semble que c'est pas feront-ils bon ménage, c'est doivent faire bon ménage, parce que c'est à peu près la seule fois où on aborde le problème à la bonne dimension. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre le problème à la grande échelle d'ailleurs qui dépasse la métropole. D'ailleurs, vous l'avez dit en défaut tout à l'heure, entre eux, je vous ai dit la métropole ne s'occupera pas des transports. C'est quand même incroyable qu'on ne s'occupe pas des transports alors qu'on veut faire un exercice vertueux sur le climat d'une métropole. Donc, je pense qu'un des axes sur lesquels il faudrait corriger le tir, c'est effectivement ce transport. Pourquoi? Parce que si on regarde à grande échelle, et avec Antoine, un bac, on n'a pas hésité d'aller jusqu'au Havre, excusez du peu. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut parler d'agriculture, de l'agriculture qui concerne les habitants de la métropole, c'est comme ça qu'on peut parler de l'industrie sous toutes ses formes,
y compris sous la forme économie circulaire. C'est comme ça que l'on peut parler des systèmes de transport, y compris ferroviaires, fluviaux. Quand je pense, on en est encore à se demander s'il faut oui ou non construire le canal Seine-Europe, c'est quand même un scandale. Et que s'il n'y a personne pour appuyer dans ce sens-là, peut-être que c'est le Grand Paris, peut-être même que c'est l'Atelier international du Grand Paris, qui va pouvoir quand même ouvrir sa gueule sur un certain nombre de sujets que tout le monde aimerait bien qu'on teste, parce que c'est un peu trop compliqué. On me le dit quand j'ai demandé pourquoi, avec 30 milliards d'euros, on n'arrivait pas à transporter un cajot de tomates de Rungis au quartier Saint-Germain, on m'a répondu c'est trop compliqué. 30 milliards d'euros. Il n'y a pas un cajot de tomates qui passera dans le métro. C'est-à-dire que le fret, on oublie, on ne sait pas ce que c'est. L'alimentation des habitants, on ne sait pas ce que c'est. Les systèmes de transport marchandises, on ne sait pas ce que c'est. Donc il est temps quand même que le Grand Paris nous permette d'aborder ces dimensions, nous permette à nous, urbanistes, architectes, justement, qui sommes spécialistes, nous ne sommes spécialistes de rien, mais de tout à la fois, d'avoir véritablement une dimension à porter dans ce débat. Et bravo, c'est la conférence climat 2015, nous ouvre les bras, ce qui n'est pas encore le cas. Je voulais juste ajouter un point pour répondre à Ronan Dantec. Je crois que je n'ai pas été assez incisif pour faire comprendre que le mode de vie, ça ne s'oppose pas au structurel. Le mode de vie, c'est une structure, le mode de vie. Et les réseaux de chaleur, le fait d'avoir de l'énergie en réseau, ça structure un mode de vie. Par opposition, par exemple, à tous ceux qui vont se chauffer au fioul et qui ne sont pas en réseau. Et clairement, en termes de marché de l'énergie, de conséquences sur le coût de l'énergie, sont assez déterminants. Donc, surtout, n'opposons pas d'un côté ce qui serait le comportemental. Dès qu'on parle mode de vie, on parle comportemental, et de l'autre côté, on parle de l'important qui est le structurel, grâce à l'État central franco-français. Non. Je pense que les territoires ont une autre perspective devant eux qui est d'inventer du structurel territorial et pas uniquement fondé sur l'État central. C'est un point sur lequel je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Je voudrais, mais là on n'a pas le temps ce soir, mais je voudrais qu'on reprenne vraiment le débat derrière sur le fait de définir effectivement ce qu'on appelle mode de vie, ce qu'on appelle transition de mode de vie, et qu'on sorte d'un discours qui peut être tarte à la crème, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, à partir du moment où on ne définit pas précisément. Et je pense qu'on est à un moment où il faut définir précisément, sinon on produit du discours qui finit par être un discours en boucle, qui s'auto-alimente, mais qui n'a plus finalement d'impact. Je vais conclure sur la question. Feront-ils bon ménage? Je ne voudrais pas rajouter encore une provoque, mais quand même. La question du climat, c'est fondamentalement d'abord une question de solidarité. Puisqu'on a bien compris que c'est dans le transfert des richesses pour que ceux qui ont moins de levier rattrapent que se joue la réponse au climat. Elle est d'abord là. Et qu'à l'échelle de cette métropole du Grand Paris, on sort d'un débat qui a un peu ralenti quand même les péréquations, on est quand même sur un territoire formidable, avec une puissance économique comme peu d'endroits, avec énormément de richesses aujourd'hui. Est-ce que cette richesse du Grand Paris, qui en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça compte en France, 6 millions d'habitants, énormément de transport, c'est pas rien. La France ne peut pas tenir ses objectifs internationaux si la métropole du Grand Paris ne tient pas un plan climat qui est sur les grands objectifs quantitatifs. Ça, c'est clair. Donc, il y a une responsabilité des acteurs du Grand Paris très particulière. Mais ça veut dire qu'effectivement, les territoires très riches doivent financer les réseaux de chaleur et les transports collectifs des territoires les moins riches. Sinon, ça ne marche pas. Et que donc, très clairement, la question qui vous est posée, c'est si vous acceptez de rentrer dans l'objectif quantitatif qui est nécessaire à l'objectif français, avec en plus une approche systémique des territoires, ce que disait Michel, il est clair qu'il y a un effort intellectuel de compréhension systémique du territoire qui est au cœur des solutions, sinon effectivement on gaspille de l'argent sur des mauvaises réponses. Mais une fois qu'on a fait ce travail de compréhension systémique,
Après, il faut organiser le transfert de richesse pour répondre à l'ensemble des enjeux du territoire. Et vous saurez si ça fait bon ménage, si une fois que vous avez défini un plan climat à la hauteur des enjeux, ça vous les connaissez, ils sont cadrés à l'échelle nationale et internationale, vous réussissez les transferts de richesse qui permettent ça dans une vision systémique de votre territoire. Je ne suis pas capable de répondre à la question, mais je suis capable de définir le défi. Merci beaucoup. Dire que d'abord, c'est pas l'aboutissement, hein, c'est un départ, si j'ai bien compris l'intention du président de la IGP, Pierre Mansart, et de la directrice générale. On sait que la IGP veut investir le champ à la transition énergétique, notamment dans la perspective de ce grand rendez-vous de la fin de l'année. Concernant la métropole du Grand Paris, je disais tout à l'heure, décembre 2015, la COP 21, janvier 2016, création de la métropole du Grand Paris. Il se trouve que l'année 2015, ou l'année 2014, est mise à profit dans le cadre de ce qu'on appelle la mission de préfiguration, c'est-à-dire le travail exploratoire préalable à la création de la métropole du Grand Paris, avec notamment dans la mission qui a été impartie pour cette préfiguration, la question du projet métropolitain. La question du projet métropolitain, du diagnostic, du pré-diagnostic, qui devra être abouti pour le début de l'année 2016. Et, comme je disais, dans le cadre des compétences de la métropole du Grand Paris, il y a la transition énergétique, donc il va y avoir un travail de préparation, évidemment une réflexion centrale sur la question de l'environnement. Et ça ne sera pas la simple tâche des élus de la mission de préfiguration, qui est présidée par le préfet de région et par Paris Métropole. Ça sera également le cas de tous les partenaires qui sont peut-être les chefs de la IGP, mais également des outils comme l'IAU, l'APUR, Paris Métropole. Tout le monde a travaillé, donc les collectivités, la région Île-de-France, les comités d'agglomération, les grandes communes, les départements de région parisienne, tout le monde a travaillé. L'essentiel, c'est qu'on puisse arriver à faire converger, à mettre en synergie tout ça avec un objectif, chacun l'a dit, je pense que lui le conteste, qu'il y a une bataille d'opinion à mener, et que cette bataille de l'opinion, il y a un moment privilégié cette année 2015 pour arriver à produire quelque chose. Je pense qu'on est condamné à réussir. Je pense que tous ceux qui ont dit que l'heure était grave, c'est vrai. Tout ce que j'ai pu lire en tout cas, en termes d'analyse prospective, convergent vers le sens qu'on ne peut pas avoir un scénario de l'eau, on continue comme avant, et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Voilà, c'est un peu le challenge que je vous ai posé, celui-là il est particulièrement important. Donc il va y avoir dans quelques instants les vœux de la IGP, avec Pierre Mansart et tous les membres du conseil d'administration de la IGP. De toute cause, merci à toutes et à tous pour votre participation, merci à Véronique Massé, merci à Bruno Maresca, merci à Ronan Dantec, merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Merci.